10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. C'est un super beau mardi. Très content d'être le mardi 8 avril 2025 car le grand jour est arrivé. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va pas mal, les quarts de finale de Champions League sont là et ils démarrent ce soir. J'ai attendu le dernier moment pour vous faire cette vidéo, vous donner les informations le plus à jour possible. Qui va passer, qui va remporter ces quarts de finale aller, la preview des quarts de finale aller, ça démarre maintenant. Et on a un gros programme parce que ce soir c'est déjà Arsenal Real Madrid et Bayern Inter. Forcément le double écran sera de mise. Mais quel match à votre préférence? Pas facile. Ensuite demain on a Paris Villa et Barça Dortmund. Ce que je repère tout de suite, c'est que la cote du Bayern a bien grimpé, celle de l'Inter a baissé, notamment sur la qualif. Maintenant, l'Inter est plus qu'à 2,20. Ils étaient, je crois, à 2,45, 2,50 quand on faisait les previews il y a quelques jours. Et je note aussi un Real Madrid à 3,50 dans un match de Ligue des Champions, ce qui est assez rare, je pense. Mais ça va être un déplacement pas facile pour eux sur la pelouse de l'Emirates. C'est chaud. J'ai deux choses à vous dire. La première, bien sûr, c'est que, comme vous le savez, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax. Et vous avez accès, avec le lien en description, à la meilleure offre de bienvenue de France, l'offre spéciale Winamax Willou. Non seulement votre premier dépôt est instantanément doublé en pari gratuit, mais vous recevez aussi 10 € supplémentaires en cash. Donc si vous mettez le minimum, ça fait 15 x 2, 30 plus 10 encore, 40. 40 € avec lesquels vous pouvez parier, notamment sur ces quarts de finale de Champions. Si vous le faites, merci, parce que je suis rémunéré à chaque fois que quelqu'un fait un dépôt avec ce lien. Bonne manière de soutenir la chaîne si vous avez déjà prévu de vous inscrire sur Winamax. N'hésitez pas, mais si vous le faites, sachez que c'est strictement réservé aux majeurs, interdit aux mineurs. Faites attention avec les paris sportifs, on perd plus qu'on gagne, surtout en période de Ligue des Champions, où ces matchs sont hautement imprévisibles. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que, comme vous le savez, on a fait nos devoirs. On a fait de longues analyses d'Aston Villa, 30 minutes, Dortmund, 24 minutes, Arsenal, l'Inter, plus d'une demi-heure, PSG, Real, Barça, Bayern. On a tout analysé. Et je ne sais pas si ça nous met en meilleure posture pour prévisualiser ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord ce Bayern-Inter ce soir, ouais, ça va être un magnifique match. Remake de la finale de Champions 2010, magique au Bernabeu. Diego Milito, Javier Zanetti, Maicon, Cambiasso, tous ces gars-là. C'est rouge et blanc contre noir et bleu. C'est l'araignée bionique de Simone Inzaghi qui cherche constamment l'espace libre. Et lui, il est toujours un petit peu foufou sur son banc de touche. Dommage, la vidéo ne charge pas. Mais ouais, sur l'espace libre, on en avait analysé pendant cette preview de l'Inter. Acerbi, par exemple, qui se déplace du central, la position centrale, à ce demi-espace en phase de possession, qui laisse un espace libre, Mkhitaryan le couvre. On se retrouve régulièrement avec des phases de relance comme ça, où on a, au lieu des 3 défenseurs centraux intéristes, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Bon, pour le coup, Pavard, Barella en décrochage. Ce qui est intéressant, c'est que quand Barella décroche, ouvre un petit peu un espace derrière, Zomer va allonger. Mais regardez la position de Mkhitaryan, il est ici à la base, sur la continuité de l'action. Il poursuit sa course parce que, ouais, il y a un espace à aller attaquer. Le jeu en pivot de Marcus Thuram est très utile. Quand Carlos Augusto est servi, regardez Mkhitaryan, là, l'utilisation de la largeur de Simone Inzaghi, c'est un gros thème tactique de l'Inter. Mais la recherche constante d'espace, pas une équipe positionnelle, c'est une équipe spatiale. Avant tout. Et ça la rend extrêmement dangereux. Bastoni dans le demi-espace gauche, ça fait partie des zones de force de cet Inter, la qualité qu'ils ont sur les centres, l'utilisation de la largeur en général. Comme on en a beaucoup parlé, c'est une équipe extrêmement bien rodée que je trouve particulièrement sous-cotée, notamment offensivement. Ils ont la meilleure attaque de Serie A, d'assez loin. Ils sont bien sûr très forts défensivement aussi, la meilleure défense de Ligue des Champions. 2 buts encaissés seulement en 10 matchs. Je trouve que sur le plan défensif, Acerbi montre dans les grandes rencontres que malgré son âge avancé, il est totalement à la hauteur. On l'avait vu contre l'Atalanta face à Retegui. On l'a vu avec Bastoni contre Lukaku aussi dans ce match de Serie A. Bastoni que je trouve extraordinaire, très haut niveau. Cette équipe a beaucoup de maturité, du vécu commun, de l'âge. Yann Zomer dans les buts aussi. C'est une bonne garantie. Peut-être qu'un petit peu trop d'âge pour l'Inter. 30 ans de moyenne d'âge sur les joueurs alignés en Ligue des Champions. C'est la moyenne d'âge la plus élevée des 36 équipes engagées sur la phase de Ligue.
ça les rend parfois un petit peu légèrement abîmés. Ils peuvent souffrir sur l'accumulation des compétitions. Ils sont en course sur les 3 tableaux. Ils peuvent encore faire le triplé. Et on l'a vu notamment en Serie A ce week-end où tu dois faire un petit peu tourner. Et du coup, 2 points lâchés contre Parme. Ça peut leur poser des problèmes, notamment sur la durée d'un match ou d'une double confrontation. Mais donc, voilà pour l'Inter. Côté Bayern, les forces qu'on avait analysées, bien sûr, la pression furieuse. Les hommes de Vincent Kompany ont le plus haut total de possession de toute l'Europe, des 5 championnats majeurs. Et ça se voit avec, au lycée par exemple, ici, ballon récupéré, le triangle qui se ferme autour du porteur, c'était contre Francfort. Le Bayern presse avec furie. Et ils ont un très gros volume offensif aussi, le plus gros volume d'XG de la phase de ligue au lycée pour Kane. C'est un circuit classique de ce Bayern qui pourra être mobilisé pour le coup. Ça nous met sur la piste d'une des lacunes, une des faiblesses de ce Bayern, les absents. C'est une catastrophe. Ils sont totalement décimés avant ce match aller contre l'Inter. Neuer, alors, de ce que j'ai lu, devrait rater ce match. Ça, c'est pas sûr. C'est pas le plus sûr, mais on en a un petit peu moins entendu parler. Neuer, à la rigueur, remplacé, ok. Mais surtout, Davies, fin de saison. Upamecano, fin de saison. Musiala, out 8 semaines. Peut-être de retour pour une éventuelle finale de Ligue des Champions à domicile, parce que Bayern joue la finale. Et Pavlovic, qui se remet d'une mononucléose infectieuse. J'ai vu qu'il a repris l'entraînement collectif, mais que le dernier entraînement, hier, il l'a fini avec de la préparation individuelle. Je ne sais pas si après avoir raté tous les derniers matchs, il est apte à démarrer contre l'Inter. Donc, en l'absence de Davies, ça fait tellement mal. Ce serait sans doute Stanisic à gauche. En l'absence d'Upamecano, peut-être Kim passe à gauche et Eric d'ailleurs forme cette charnière. En l'absence de Pavlovic, peut-être Palinha, peut-être Goretzka, qui est sous la menace d'une suspension pour le match retour. En l'absence de Jamal Musiala, quelle absence terrible, celle-là la dernière en date. Honnêtement, je ne sais pas quelle est la solution. Est-ce que c'est Thomas Müller, mais qui commence vraiment à faire son âge? Il joue ses derniers matchs avec le Bayern. Il va quitter le club à la fin de saison. Ou est-ce que c'est Michael Olise en 10, Sané qui passe à droite, Gnabry à gauche? Ça me plaît pas beaucoup plus non plus. Ça demande à beaucoup de joueurs de changer leur position cette saison où ça marche plutôt bien, notamment Michael Olise. J'aime bien ses percées de droite à gauche. Ouais, c'est une vraie problématique à laquelle fait face Vincent Kompany, l'absence de Jamal Musiala. Et je ne sais pas comment ce Bayern va réagir, en sachant qu'ils ont aussi pas mal de joueurs sous le coup d'une suspension. C'est le cas de Sané, c'est le cas de Konrad Laimer, de Goretzka et Gnabry s'ils jouent. Peut-être que Müller fait un énorme match pour son chant du cygne, qui serait assez spectaculaire, magnifique. Mais peut-être le Bayern a des difficultés à composer un 11 qui tient la route. Alors que l'Inter a quelques problèmes. Dumfries à droite, alors que c'est un des joueurs majeurs cette saison. Il a porté le brassard de capitaine l'autre jour. Top influence sur son côté droit. Devrait être remplacé par Darmian, ça généralement était le cas sur les derniers matchs. Di Marco, petit doute. Il était titulaire contre Parme, mais il est sorti. Il a toujours une blessure qui le gêne un peu. Carlos Augusto, j'ai pas trouvé que c'était horrible sur les rencontres qu'il a jouées ces dernières semaines. Mais l'Inter a moins de problèmes de blessure, même si Lautaro lui aussi revient de blessure et peut-être est encore un petit peu gêné. C'est vrai qu'ils sont un peu usés par l'âge. C'est aussi ce qui fait leur force, c'est l'expérience, la compréhension du système tactique d'Inzaghi, parce qu'ils ont tellement de vécu ensemble. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, c'est top, avec Bastoni, Barella, Lautaro, Thuram. Ils ont des joueurs élites à chaque ligne, Zomer. Et ils ont moins de joueurs sous le coup d'une suspension, même si, attention, Bastoni, Pavard, ça peut être problématique, Barella aussi. Ça va être un top match. Je pense qu'à l'Allianz Arena, ça va être chaud. Je pense que l'Inter a l'avantage des coups de pied arrêtés. Avec Çalhanoğlu, on l'avait vu contre l'Étoile Rouge en phase de ligue. Di Marco, s'il joue, son coup franc splendide contre Naples, il a cette très bonne patte gauche. Il avait failli en marquer un contre Monaco aussi. Sur corner, ils sont dangereux. Ils l'ont prouvé contre l'Atalanta. Pas mal de buts sur corner de l'Inter. C'est une de leurs forces. Et peut-être qu'à l'Allianz Arena, ça peut faire la différence. La réalité dans ce match, même si pour l'instant, sur la double confrontation, je vois plutôt l'Inter passer. Je pense qu'ils sont légèrement sous-cotés. Sur ce match aller à l'Allianz Arena, je pense que ça peut aller vraiment dans les deux sens. Et j'irai plutôt sur un nul. Un nul qui serait un très bon résultat pour l'Inter, à ramener à Giuseppe Meazza. Je sais qu'ils ont une très bonne défense, qu'ils ont encaissé seulement 2 buts en 10 matchs, mais ils en ont encaissé 2 contre Parme aussi. Le Bayern, ça fait partie de leur force. Ils peuvent mettre une sacrée pression avec Kane, avec Olise. Je vais dire doublé d'Harry Kane. Je vais dire Lautaro et Marcus Thuram buteur.
pour un score final donc de 2 partout, dans ce qui serait un splendide match à l'Allianz Arena. Arsenal-Real Madrid, notre deuxième rencontre. La deuxième rencontre de ce soir, ouf, ça c'est très très chaud. Arsenal-Real Madrid, ça me rappelle ce short qu'on avait fait qui avait été bloqué malheureusement pour utilisation de copyright parce que cette musique que je peux pas vous mettre du coup était sympa. Mais ouais, Ronaldo contre Henry, pour moi, Real Arsenal, c'est quoi? C'est une seule double confrontation dans toute l'histoire du foot européen. Ils se sont joués une seule fois en 2005-2006. Il y a eu un seul but parce que l'autre match ça avait fait 0-0. Mais n'importe quoi, au Santiago Bernabéu, ce but-là, on s'en souvient très très bien. Henry, splendide rush en solitaire, un méga match, Londres contre Madrid. Pourtant, deux équipes qui ne sont pas en très très grande forme. Arsenal, c'est seulement 3 victoires sur leurs 7 derniers matchs. Un nul contre Everton ce week-end. Le Real, c'est une victoire sur les 3 derniers matchs. Une défaite à la maison au Bernabéu. Ça, pour le coup, ils ne sont pas coutumiers du fait. Normalement, le Bernabéu est un peu une forteresse. Défait par Valence au Bernabéu, ça fait un peu mal. Ça reste deux équipes qui sont confortablement top 8. Ils méritent d'être dans cette série. Ils méritent d'être en quart de finale de Champions. Le Real est le 3e favori des bookmakers pour la victoire finale. Arsenal le 5e. Ça reste des équipes top 8. Sans doute des équipes top 5 minimum. Et là, Arsenal, oui, a une défense d'acier. 2e fois consécutif en Première Ligue qui vont finir sans doute avec la meilleure défense de l'élite. Ils ont aussi en Ligue des Champions le plus faible total d'XG encaissé. Donc pas de but encaissé, ça c'est l'Inter, mais d'XG encaissé. Pour le coup, encore mieux que l'Inter. C'est grâce à la qualité de leur dernière ligne, c'est aussi grâce à la force de leur pressing. Ils laissent très peu de volume de possession à l'adversaire. On l'a vu tout au long de cette saison contre City. Ça génère des buts, des occasions. Contre Chelsea aussi. Le triangle qui se referme vite sur le côté. Arteta parle souvent de la dominance qu'il veut installer, de dominance, la domination, plus encore que le contrôle. Vraiment étouffer l'adversaire, le dominer. Et ça se voit. Match après match, ça peut être difficile de résister à la pression d'Arsenal. Ils ont aussi une arme notable, les coups de pied arrêtés. Évidemment, sur corner, sur coup franc excentré, ils sont extrêmement dangereux avec ces corners frappés rentrants. 185 corners rentrants tirés cette année en Première Ligue, seulement 3 sortants. C'est à la fois le record de corners rentrants tirés et la deuxième équipe avec le moins de corners sortants. Je crois que l'autre c'est Brentford. Je dis pas de bêtises. Mais ouais, Arsenal est très fort sur corner. En revanche, ils ont des petits problèmes de créativité, seulement 5e en action qui amène à un tir en Première Ligue. C'est peut-être ça qui les place pas tout à fait dans la course au titre. Et ils ont de vrais problèmes de blessures sur le secteur offensif. Bien sûr, pas de Kai Havertz, pas de Gabriel Jesus. Déjà qu'Arsenal manquait d'un top numéro 9. Ça va sans doute conduire à Mikel Merino en pointe, comme on est habitué récemment. Ils ont aussi d'autres problèmes de blessures. Gabriel out pour ce match, devrait être remplacé par Kivior, et Calafiori out aussi, Miles Lewis Kelly à la place. Ça, c'est sans doute le 4-3-3 des Gunners contre le Real Madrid. On va parler du Real bientôt, 211. Leurs qualités, elles sont claires. On en a parlé aussi dans la preview la dernière fois. C'est la voie lactée. C'est un Real néo-galactique. Ils ont une ligne offensive délirante. Quelle équipe est capable d'avoir ces 7 joueurs-là, 4 joueurs en même temps? Mbappé, Jude, Vini, Rodrigo. Quand les 4 combinent, c'est de la magie pure. On l'a vu contre City. Vini pour Rodrigo, lancé par Jude. Rodrigo dans le petit espace entre les jambes de Roussanov et Mbappé qui bat Gvardiol, puis Ederson. Magnifique. Sur un rien, ils sont capables de menacer. Jude qui s'extirpe, Vini qui passe un petit pont à Ruben Dias, extérieur dans l'intervalle, et Mbappé en 1 contre 1. Ça pouvait être aussi le cas contre l'Atlético Madrid, où ils avaient souffert pendant tout le match au retour. Bellingham lance Mbappé, il va aller provoquer un penalty, même s'il est raté par Vinicius, et le Real a des problèmes sur penalty. Malgré tout, leur capacité à exister dans des matchs, seulement grâce à ça, ça les rend extrêmement dangereux. Ils ont aussi une autre arme majeure, Fede Valverde. Si ce Real Madrid penche énormément à gauche et est déséquilibré aussi sur la longueur avec beaucoup de talent offensif, ils ont besoin d'un Fede Valverde pour occuper cet espace. À droite, on le voit ici sur un centre, qui est au second poteau? Fede Valverde qui ferme. Il peut lancer dans la profondeur Rodrigo, ça avait conduit au but de l'ouverture du score contre l'Atlético Madrid au match aller. Il peut protéger à droite et il va sans doute devoir s'employer dans cette zone contre Arsenal. Il est extrêmement fort. Il parcourt 800 km par match.
il a en plus un sniper, un barret de calibre 50 à la place du pied droit. Donc Fede Valverde, ouais, c'est une très très grosse force et on pourrait dire le joueur le plus important du Real Madrid. Pour autant, ce Real a une énorme faiblesse. Son déséquilibre, ils défendent à 8 au maximum et souvent ça les rend très vulnérables et beaucoup de joueurs qui doivent courir vers leur but. On peut le voir aussi sur du jeu en troisième homme, comme la première ligne est facilement percée. Et il peut y avoir un gars seul entre les lignes comme ça c'était la Real Sociedad. Et ensuite, le côté droit est encore plus vulnérable, déjà qu'il est très friable avec Lucas Vazquez. Ce Real Madrid souffre énormément sans ballon et ils ont souvent pas le ballon. Ils souffrent aussi sur coup de pied arrêté, défensif. Ils avaient encaissé ce but contre la Real Sociedad là. C'est clairement une de leurs faiblesses. La question a été posée à Carlo Ancelotti en conférence de presse. Et quand c'est une des forces de ton adversaire en face, Arsenal, forcément, ça augure des match-ups compliqués sur ces phases de jeu. Au moins pour le Real Madrid, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas Gabriel, qui est peut-être la menace numéro 1 sur coup de pied arrêté. En revanche, eux aussi ont leurs problèmes de blessure. Bien sûr, comme on sait, Militao, Carvajal sont out. J'entends parler d'où est-ce qu'il est Lucas Vazquez, titularisé à droite. Ça me plaît pas du tout, parce que je le trouve extrêmement faible défensivement. On l'a vu match après match, dans les gros matchs, notamment contre le Barça, plein d'autres rencontres. Là, on a vu contre la Real Sociedad. C'était aussi le cas contre, je crois, City ou l'Atlético Madrid, aussi où il était en souffrance. Je préférerais Valverde ici, même si ça rebat un petit peu les cartes de qui est-ce que tu mets à l'intérieur du jeu. Et cette bataille du milieu de terrain face à Rice, Partey, Odegaard, elle est peut-être difficile à gagner sans Fede Valverde, un petit peu plus pour équilibrer là. Donc, c'est pas une situation facile dans laquelle se retrouve le Real. J'ai vu que Mendy est incertain aussi. Et à l'heure actuelle, on parle de David Alaba, je crois. C'est ce qu'annonce AS et Marca. Vazquez et Alaba sur les côtés. C'est difficile cette ligne de 4 avec Alaba qui revient de blessure. Il y a beaucoup de joueurs sous la menace d'une suspension. Rudiger, Vazquez, Camavinga, Vinicius. 4 joueurs qui honnêtement peuvent être avertis facilement dans ce match. Ils ont toujours leur voie lactée offensive. Mais je vois une équipe en face qui est tellement plus avancée dans son identité de jeu qui peut honnêtement pousser le Real à être à 35-40% max de possession. Je pense que l'Arsenal a de quoi gagner la bataille de l'entrejeu. Et défensivement, Arsenal est costaud, c'est vrai. Mais sans Gabriel, est-ce que Kivior, par exemple, est à la hauteur? Ça me rappelle un peu des matchs contre City où Zinchenko, Tomiyasu font de grosses erreurs, de grosses bourdes et mettent Arsenal en mauvaise posture. Peut-être Kivior, maillon faible de cette ligne. J'ai beaucoup de difficultés à analyser ce match, pour être honnête. Je vois un monde où le Real prend une leçon, comme ça a été le cas contre Liverpool, contre le Barça cette saison, contre des équipes beaucoup plus matures dans leur projet de jeu et qui peuvent vraiment te faire souffrir sur 90 minutes. Mais je vois aussi un monde où cet Arsenal qui a des problèmes de créativité n'arrive pas à concrétiser sa domination territoriale et de possession et en vrai se laisse très très vulnérable en transition, là où la voie lactée offensive du Real Madrid peut faire extrêmement mal. Si tu me disais sur ce match, j'arrive à la 20e minute et il y a 2-0, je te crois, dans les deux sens. Je peux envisager que le Real Madrid climatise l'Emirates et gagne 2-0 au bout de 20 minutes avec 2 contres mortels. Je peux imaginer que le Real voit pas le jour pendant les 20 premières minutes et Arsenal en plante 2. Les deux options sont possibles pour moi. À la fin, ce qui me fait pencher un peu dans un sens, c'est d'avoir vu un Real en difficulté dans les matchs face à des équipes très avancées sur leur projet de jeu, comme j'ai dit, à Liverpool-Barça. C'est le truc qui me fait dire que même si je trouve que c'est un peu normal qu'il soit favori pour la qualif avec le retour au Bernabeu, c'est le truc qui peut-être me fait plus pencher Arsenal sur ce match aller. 2-1 pour Arsenal. Ils vont peut-être trouver la solution pour marquer avec Saka et Merino. Peut-être Mbappé face à Saliba dans un gros duel marque le but du 2-1. Mais la réalité, c'est que face à City par exemple, à l'Etihad, quand le Real Madrid renverse ce match 3-2 à la fin, il y avait 2-1 à la 85e et ça aurait été un résultat, je trouve, logique pour boucler ce match. C'est peut-être du coup ce que je vois avec un Arsenal qui pourrait tenir un petit peu mieux sur la durée, même s'il y a des match-ups très très intéressants. Timber, s'il est titularisé, Vinicius, à droite je veux dire, Luis Kelly, Rodrigo, Kivior face à Mbappé, Bellingham. Match très très intéressant. Ça va être passionnant. Et c'est sans doute celui qu'on analyse au coup de sifflet final ce soir, avant de se pencher demain matin sur Bayern-Inter. Pour parler de demain, il y a 2 matchs demain. Et il y a d'abord Barça-Dortmund.
Alors, ce Barça Dortmund, pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe du top 8 contre la moins bonne, le meilleur quart de finaliste contre le moins bon. Le Barça, ce qu'ils ont montré cette saison, c'est une équipe flickienne qui met énormément de pression et de risque dans son jeu, mais qui est plutôt bien récompensée grâce à sa qualité, sa force sur la ligne du hors-jeu. Une équipe qui a généré plus de 5 fois cette saison 10 hors-jeu à son adversaire, régulièrement des matchs à 7, 8 hors-jeu. Ils tiennent plutôt pas mal cette ligne. Ils ont bien sûr la qualité délicieuse de Lamine Yamal. Ils ont peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, Pedri. Hansi Flick est un sorcier. Il a transformé cette équipe, quelque part ce club. Et le Barça, pour moi, est logiquement le favori de la Champions. Il joue contre Dortmund, qui s'est un peu rebiffé récemment, ce Dortmund de Kovac, qui a quelques belles victoires. Il s'est qualifié donc pour les quarts de finale de Champions. Pour autant, ils ont un gros problème. C'est que le gars sur lequel on a fait 10 minutes des 25 de l'analyse la dernière fois, Nico Schlotterbeck, leur meilleur joueur, à la fois fort défensivement, sa qualité de pied pour trouver des espaces, à la relance, le danger dans le dos, on l'avait vu régulièrement en Champions, on l'avait vu ne serait-ce que la saison dernière, le Paris Saint-Germain l'avait appris à ses dépens, le ballon dans le dos pour Füllkrug. Ce magnifique Nico Schlotterbeck, il est absent tout le reste de la saison. C'est une nouvelle qui vient de tomber, et en plus Rami Bensebaini est lui aussi en doute. Schlotterbeck, c'est sûr qu'il est out. Bensebaini, il y a un doute. Je ne sais pas quelle va être la ligne défensive de Dortmund. Je ne sais pas s'ils seront à 4, je ne sais pas s'ils seront à 3. Waldemar Anton, pas très fan cette saison. Niklas Süle, je crois, est aussi out. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et honnêtement, ce 11-là, j'ai aucune idée d'à quoi ça va ressembler. J'ai vu que Gross est aussi suspendu, Sabitzer est out. Donc même au milieu de terrain, c'est quoi? Nmecha, un Brandt qui est très mauvais cette saison. Chukwuemeka, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, je crois, première titularisation l'autre jour. Et il a marqué, il a été bon. Guirassy qui va revenir, mais Bayer sur le côté, est-ce que c'est vraiment son rôle? Karim David Adeyemi, ok. Alors qu'en face, le Barça, avec Inigo qui devrait être apte, ils ont pas vraiment de problème. Peut-être Dani Olmo, mais Fermin, c'est cool aussi. Franchement, c'est un très bon Barça, quasiment au complet. Il y a Inigo Martinez qui a un risque de suspension. C'est un Barça qui ralentit jamais, de la première à la 90e minute. S'ils peuvent te mettre 7-0, ils te mettent 7-0. Et je pense que ce Barça qui est OK avec le fait de se livrer pendant 90 minutes, qui sera à la maison face à un Dortmund très vulnérable, avec en plus la perte récente de Schlotterbeck, tout est possible, hein, c'est le foot, tout est possible. Mais je pense sincèrement que dans ce match, Dortmund peut prendre une grosse claque. Je pense que c'est possible. Et si je devais miser sur un score, je ne vais pas aller dans la demi-mesure, je vais dire 4-1 pour le Barça. Je crois qu'il y a un vrai écart de qualité. Il y a un vrai écart sur les blessures, les présents. Et j'ai un petit peu peur pour Dortmund. Je veux dire 4-1 pour le Barça. Ça pourrait faire assez mal. C'est mercredi. Et bien sûr, on analysera ce match jeudi matin. Parce que mercredi soir, on sera sur quelque chose d'autre. Paris-Aston Villa. Alors, j'ai fait 20-25 minutes d'analyse hier entière sur ce match. Mais pour vous rappeler les éléments saillants, le football métamorphe, Ditto, d'Unai Emery, leur capacité, leur qualité dans la profondeur, avec par exemple des circuits directs. Martinez-Rashford, qui a fait très mal en Première Ligue. Il joue énormément via l'axe. C'est la deuxième équipe de Première Ligue avec le plus de passes en profondeur centrale. Seulement 19e sur les renversements de jeu, les transversales. Il utilise peu la largeur. Par contre, ils sont très directs. Le Bailey Rashford. Asensio, 8 buts sur les 11 derniers matchs depuis qu'il est arrivé à Aston Villa. Emery, son bilan depuis qu'il est à la tête des Villains, est extraordinaire. Ils ont toutefois des faiblesses sur les côtés, défensivement, entre la dernière ligne et le gardien. Souvent, ces centres sont dangereux. On l'avait vu Chelsea, Enzo Fernandez, on l'avait vu Crystal Palace aussi. J'ai vu contre Ipswich Town avec ce centre Hutchinson coupé par Delap. Et leur 4-4-2, médian, agressif, très axial, peut parfois être percé dans cet intervalle. Martinez ne fait pas la meilleure saison de sa carrière non plus. Ils ont toutefois tellement de qualités offensives. Rashford, Asensio, Morgan Rogers, qui est peut-être leur meilleur joueur cette saison, McGinn, Watkins, Bailey, Jacob Ramsey. Ils ont tellement de possibilités. Ils ont un très bon Tielemans aussi, que j'aime beaucoup cette saison. Ils sont face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui est peut-être le meilleur PSG du 21e siècle. Une équipe est née, ils sont très forts, ils sont pour moi top 2, peut-être la deuxième meilleure équipe d'Europe cette saison. Et comme j'ai dit dans la vidéo la dernière fois, vous pouvez aller checker en entier, mais je vois le PSG remporter ce match aller au Parc des Princes, et j'avais dit score 3-1, côté à 9. Voilà, ça nous donne du coup sur cette manche aller
Arsenal qui l'emporterait, ce serait peut-être la plus grosse surprise du lot, même si le Real Madrid a une plus grosse cote. La réalité, c'est que 85% des gens partent dessus, et ce Real fait toujours peur. Bayern-Inter, match nul de partout. PSG qui le fait contre Aston Villa, et Barça contre Dortmund. Barça contre Dortmund, autre chose qu'une victoire du Barça, me choquerait énormément. Mais voilà, ça c'est mon combiné pour une cote totale de 14,31. On verra si ça passe. Qu'est-ce que vous pensez de ces quarts de finale aller de Champions? Quel match vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous allez regarder ce soir? Et donnez-moi vos scores en commentaire. On va se régaler, j'ai tellement hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu une belle soirée européenne avec ces trêves internationales, tout ça. Trop content de retrouver les quarts de finale de Champions. Et on va kiffer ce soir. Plein de vidéos qui arrivent. Prenez soin de vous les potes, passez une très très bonne journée et d'excellentes, au pluriel, soirées. On se dit à ce soir. Bisous.